Au premier bloc. Alors, nous allons poursuivre avec la deuxième opposition. Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est les mêmes équipes que ce matin ou ça bougeait un peu. Grosso modo, vous êtes tous salués. Dernier budget, pas de bonification pour le ministère de l'Environnement. 0 %. Avez-vous été déçus? En fait, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation du collègue. Une bonification au niveau du futur PMO là, qui sera présenté. On passe de 10 milliards à 10,2 milliards. On parle donc de 200 millions de dollars supplémentaires. Et au niveau des budgets globaux du ministère, des budgets de programme notamment, on est à une augmentation là, de plus ou moins 2 %. C'est en deçà des coûts de service. Oui, donc en même temps, il faut voir la croissance au cours des dernières années. C'est un ministère qui a vu ses budgets augmenter là, de façon considérable. Il y a peu de ministères, bien honnêtement, là, qui ont eu l'augmentation, les augmentations auxquelles le ministère de l'Environnement a pu compter au cours des dernières années. Mais là, on suit une courbe et surtout des efforts, et c'est pleinement assumé de la part du gouvernement, d'efforts budgétaires pour s'assurer de reprendre le contrôle là, sur les dépenses gouvernementales. Mais l'an dernier, on est à 2 % d'augmentation. Oui, c'est largement insuffisant. L'an dernier, ma collègue de Verdun vous avait demandé de chiffrer les coûts de l'adaptation au changement climatique. Vous étiez engagé à le faire. À ma connaissance, je n'ai pas vu la couleur de cette étude-là. Est-ce que ça approche la conclusion? Pour l'adaptation, ce que l'on a fait lors du dernier PMO, c'était d'augmenter significativement les budgets en matière d'adaptation. Je ne peux pas vous révéler quels seront les tenants et aboutissants du prochain plan de mise en œuvre, mais l'adaptation est encore mieux financée que n'importe quel autre gouvernement par le passé a pu le faire. Mais ce que je me suis promis de dire et de répéter à la collègue de Verdun l'année dernière, et je le fais avec le collègue cette année, c'est qu'il y a des impacts des changements climatiques qui ne sont pas budgétés parce qu'imprévisibles, mais le gouvernement est toujours au rendez-vous pour répondre à ces urgences-là. Au niveau il n'y aura pas de coût d'études sur le coût de l'adaptation au changement climatique? On continue ces évaluations-là. On travaille notamment avec le comité consultatif qui a son propre volet au niveau de l'adaptation. Donc, on travaille... Est-ce que je vais vous poser la même question l'année prochaine? C'est-à-dire, On a la question après. c'est des évaluations qui se poursuivent, mais c'est sans doute impossible de dire de façon précise, en 25-26 par exemple, quels seront les coûts de l'adaptation au changement climatique. Donc, on a des programmes qui sont normés, qui sont prévus notamment au plan de mise en œuvre. Et lorsqu'une catastrophe survient, malheureusement, le gouvernement demeure présent pour répondre aux impératifs, notamment appuyer les citoyens et citoyennes là, qui sont touchés par ces événements. Les municipalités ont fait une partie du travail, puis, sauf erreur de ma part, ils ont calculé que ça coûtait environ autour de 2 milliards. L'adaptation. Ce qui est faux, c'est-à-dire... Mais vous, c'est quoi votre chiffre alors? C'est-à-dire, les municipalités, on a eu l'occasion, à de nombreuses occasions et sur différentes tribunes, de contredire, en fait, cette affirmation-là. C'est que dans le chiffre de 2 milliards, on inclut également les travaux qui devaient de toutes les façons se faire. Donc, c'est faux de dire que ce sont 2 milliards de dollars de plus à chaque année. Donc, dans les infrastructures municipales, notamment, il y a des travaux qui doivent se faire de toutes les façons, qui est adaptation ou impact au niveau des changements climatiques ou pas. Et le 2 milliards reprend les coûts d'entretien courant. Donc, c'est une information qui, je vais la qualifier là, faut lire entre les lignes pour comprendre que ce ne sont pas 2 milliards de dollars supplémentaires par année qui sont nécessaires, mais le milieu municipal est très bien appuyé au niveau de l'adaptation. On a eu le programme Oasis qui a été dévoilé. L'année dernière, on a aussi dévoilé la TCL à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars qui aide le milieu municipal à préparer. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Tantôt, on a compris que la VG, elle n'avait pas des bons chiffres. Là, on comprend que les villes n'ont pas les bons chiffres, mais vous ne fournissez pas, vous, votre chiffre. Ça coûte combien l'adaptation au changement climatique? C'est 2 milliards, c'est trop? C'est combien le chiffre du ministère? Pour ce qui est du 2 milliards, j'invite le collègue, ce n'est pas déjà fait, à lire l'étude d'Ouranos qui précise justement la nuance à ce niveau-là. Et c'est bien correct. Les villes ont voulu faire
marquer un petit peu l'opinion publique en réitérant ce chiffre-là, mais il faut lire l'étude dans son entier pour ne pas l'interpréter là, de façon erronée. Ce que nous, on mentionne, le PMO finance très bien l'adaptation au changement climatique. Et lorsque des situations imprévues, que ce soit inondations, que ce soit feux de forêt, des sommes qui sont souvent difficiles à prévoir ou à anticiper au niveau des événements, le gouvernement est au rendez-vous. Je peux dire, la question est semblable. Donc, la réponse... Vous dites le chiffre évolue, mais au moment où je vous parle aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire un chiffre. C'est impossible de dire 2025-2026, ce sera tant. Et si jamais les mesures en place ne sont pas suffisantes, c'est là où je dis et que je répète que le gouvernement a toujours été au rendez-vous et qu'il sera au rendez-vous pour aider justement, que ce soit les municipalités, que ce soit les citoyens, citoyennes. Parlons d'un autre sujet, Monsieur le ministre, le système de SPED. Vous avez fait un avis de marché l'an dernier pour combler l'écart de 17,5 millions de droits d'émission. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a plus d'émissions qui ont été achetées et émises, donc, que ce qui était prévu? C'est-à-dire, c'est un marché du carbone. Donc, les entreprises ont des obligations à rencontrer et selon leurs obligations, elles achètent ou pas des crédits au moment où la vente se produit. Ce que l'on s'est engagé à faire, c'est de revoir tout le système, par exemple, des allocations gratuites qui pouvaient poser problème à une certaine époque. Il y a d'ailleurs une évaluation qui se fait conjointement du côté californien et du côté québécois. On devait mettre en place vraisemblablement de nouvelles modalités à ce niveau-là. Et là, on est un petit peu, on est un petit peu dans l'expectative, je veux dire comme ça. On attend de voir comment ce marché peut continuer à évoluer avec les contraintes qui sont imposées, je veux dire comme ça, par l'administration américaine. Et par la suite, on va s'adapter. Mais c'est un marché qui a subi certaines transformations déjà au niveau de la réglementation. On a abordé la question des allocations gratuites aussi. Mais concrètement, là, quand vous dites combler un écart de 17,5 millions, c'est que vous allez mettre sur le marché, vous allez donner 17,5 millions plus de permis de polluer. Combler l'écart, c'est ça que ça veut dire. Il y aura plus de permis de polluer dans les faits. Il ne faut pas le voir comme étant des permis de polluer. Je vais juste regarder ici. En fait, dans certains cas, c'est que les entreprises ont tout simplement réduit leurs émissions davantage que la trajectoire qui était prévue, ce qui vient affecter justement les crédits disponibles. Mais ça, c'est des correctifs qui sont normaux. Et ce qu'on prévoit faire, c'est publier un projet de règlement prochainement. C'est le souhait pour justement continuer de bonifier cette façon de faire qui fonctionne. On a eu un problème avec trop d'allocations gratuites disponibles. C'est corrigé. Le marché lui-même apporte aussi des correctifs compte tenu des obligations qui sont faites aux entreprises qui ont des obligations à rencontrer. Mais au final, c'est un système là, qui a démontré son efficacité. C'est la raison là, pour laquelle on continue à le soutenir. Et la question des allocations gratuites, c'était beaucoup, et ça demeure une problématique du passé, et non pas une problématique là, qui est susceptible là, de perdurer dans le temps. Votre vision, là, M. le ministre, est-ce qu'on s'en va plus vers une baisse du prix du carbone ou plus comme une augmentation, dans le fond, du plafond d'émissions? Et ça, c'est formidable, la différence entre la taxe qui prévalait au niveau fédéral versus le marché du carbone. Le prix du carbone au Québec, il n'est pas déterminé par la Californie ou n'est pas déterminé par le gouvernement du Québec, il est déterminé par le marché. Donc, plus les besoins d'achat sont grands, on peut deviner, plus les prix vont augmenter, mais à l'inverse, ça nous aide à maintenir un prix carbone qui est beaucoup plus bas. On a lu différents articles
qui laissait entendre que le prix carbone au Québec est trop bas. Il ne faut pas s'arrêter au prix carbone au Québec versus celui qui était imposé par la taxe fédérale. Ce sont deux systèmes complètement différents. Donc, avec un prix beaucoup plus bas au Québec, on arrivait à de meilleurs résultats. Tout simplement parce que c'est pas seulement fixer un prix, c'est aussi mettre un plafond sur les émissions. Donc, une obligation de plafonnement des émissions, plafond qui diminue avec les années, et ça a une incidence sur les prix au marché là, selon les ventes qui se déroulent là, périodiquement à chaque année. Donc, un prix carbone plus bas ne veut pas dire de moins bons résultats. Au contraire, ça peut être de meilleurs résultats, étant donné que le prix est accompagné d'un plafonnement des émissions également. Donc, on ne peut pas comparer le prix qui prévalait au fédéral versus celui qui prévaut. Vous parlez d'un règlement à déposer et adopter bientôt. On peut attendre quelque chose avant la fin de la session? C'est prévu pour la fin de l'année, c'est-à-dire la présentation possible du règlement avant la fin de la session, une édiction éventuellement avant la fin de l'année, mais ça, je ne nie pas qu'on est encore un petit peu dans l'expectative. Il y a des contraintes qu'on voulait ajouter au secteur industriel suite à cette transformation qui est en cours avec notre partenaire californien. Mais si on devait viser des industries qui sont déjà largement touchées par l'imprévisibilité des décisions américaines avec des tarifs américains, il se pourrait qu'on revoie nos ambitions à ce niveau-là pour ne pas pénaliser ou pour ne pas demander encore davantage à ces industries qui peinent à composer avec un marché qui est très instable. Donc, il y a des évaluations qui se poursuivent. En quelques mots, qu'est-ce que l'élection canadienne d'hier change ou ne change pas sur ce plan-là? On va le voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il y a un gouvernement qui sera formé, de nouveaux ministres qui seront nommés. Je vais vouloir collaborer en toute bonne foi et de façon constructive avec le ou la future ministre de l'Environnement au niveau canadien. Et on va espérer trouver le plus d'espace d'entente possible. Mais je ne peux pas présumer à ce moment-ci, sinon que l'intention de collaborer est présente. Merci. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Passons sur le dossier un peu du transport collectif. Vous le savez bien, M. le ministre, que c'est un des gros morceaux des GES au Québec, le transport. Et évidemment, la solution, on n'a pas 150, c'est de favoriser le plus possible le transport collectif. On a eu beaucoup d'échanges dans les derniers mois sur les surplus là, du Fonds d'électrification et des changements climatiques, le FECC, qui, selon plusieurs, est géré un peu comme un CELI. Là. On laisse l'argent s'accumuler. Pourquoi on ne met pas plus de cet argent-là dans les transports collectifs, notamment auprès des municipalités qui, comme vous le dites, à travers toutes sortes de rapports, vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions, mais qui demandent de l'aide supplémentaire? La question se pose, elle a été posée, plusieurs réponses ont été données. On parle d'un petit peu moins de 2 milliards là, de surplus accumulé. Il faut savoir que c'est un surplus accumulé il y a un certain nombre d'années, parce que depuis qu'on a mis en place les plans de mise en œuvre, depuis qu'on a mis en place la reddition en fin d'année, on arrive à équilibrer nos budgets, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Cependant, d'un point de vue strictement budgétaire, si on devait sortir cette somme-là, elle viendrait creuser le déficit parce que ça devient une dépense supplémentaire et ce sont des règles comptables au gouvernement. Donc, si on devait décaisser cette somme-là, le déficit serait d'autant plus grand. En même temps, si on parle de transport collectif, ce sont des projets qui sont extrêmement dispendieux. On le voit avec la ligne bleue, on le voit avec le tramway. Ce sont des investissements qui se font comme jamais ils n'ont été faits par le passé. Mais avec cette somme-là, bien honnêtement, on n'arriverait même pas à compléter un projet de ligne bleue ou un projet de tramway. Et ce ne sont pas des sommes qui sont récurrentes par la suite. Oui, donc, dès qu'elles sont dépensées, elles ne sont plus. Merci, M. le ministre. Monsieur le député. De manière générale, les municipalités, les sociétés de transport municipales sont efficaces, demandent à être encore plus efficaces. Il y a de l'argent qui dort, là, comme un CELI, là, dans le fond, dans le FECC, puis il ne se passe rien avec ça. Nous, on vous dit, mettez-en un peu, ne serait-ce qu'un peu. Même si vous dites des règles comptables, décaissement, des surplus, des déficits pour des bonnes raisons. Aujourd'hui même, au Salon Rouge, votre collègue, le leader, disait que c'était une bonne raison de faire des déficits pour pouvoir embaucher des préposés de bénéficiaires. Bien, c'est peut-être une bonne raison de faire artificiellement un déficit en décaissant de l'argent du FECC vers le transport collectif d'une municipalité.